Si quelqu'un avait suggéré il y a quelques années que l'économie mondiale n'aurait plus besoin de la Russie et de ses ressources, on l'aurait probablement ridiculisé. Pourtant, en 2024, un changement mondial historique a eu lieu, réduisant ce rire à un simple murmure du passé. Mais soyons honnêtes, peu de gens auraient prédit un changement aussi massif en si peu de temps. Après tout, c'était seulement en 2021 qu'un stupéfiant 83% du gaz russe était exporté vers l'Europe. Des dizaines de pays étaient dépendants à au moins 50% de ce gaz, y compris l'Allemagne, la Finlande, la Grèce et l'Autriche. À la même époque, des pays comme le Japon et la Chine figuraient parmi les plus grands consommateurs de gaz naturel liquéfié de la Russie. Vladimir Poutine, le président russe, pensait pouvoir manipuler l'économie mondiale après l'invasion de l'Ukraine en 2022 en se servant des exportations de matières premières russes comme outil de négociation. Mais il semble que les paris économiques de Poutine puissent être ajoutés à la liste de plus en plus longue des erreurs de calcul que le président russe a commises depuis l'invasion de l'Ukraine, juste là avec la sous-estimation du peuple ukrainien. Malgré une économie mondiale non optimale, elle a résisté à Poutine, menant à une conclusion surprenante mais claire. Elle n'a plus besoin de Russie. Comment l'Occident a-t-il réussi à surpasser Poutine dans la guerre de l'énergie, le deuxième front de guerre qu'il a instauré, étant donné la dépendance des chaînes d'approvisionnement mondiales envers les produits russes? Il s'avère que la force et la solidarité conjointe de l'Occident étaient un autre aspect que Poutine a mal calculé. Bien sûr, les efforts pour trouver des sources d'énergie alternatives et établir des initiatives collaboratives ont été aidés par un hiver 2022 exceptionnellement doux, qui a réduit la demande globale d'énergie dans les mois et les années suivants. Mère Nature semble être une alliée involontaire de l'Occident face à la stratégie énergétique maladroite de Poutine. Voyez l'implication détaillée de cette réponse. Nous devons d'abord identifier les secteurs où l'économie mondiale dépend le plus des exportations russes. Bien sûr, le gaz est primordial, mais nous ne devrions pas sous-estimer l'importance du pétrole russe, du métal et de l'agriculture dans le commerce mondial. Examinons d'abord comment l'Occident a réussi à réduire la dépendance mondiale au gaz russe, le numéro 1 étant toujours le numéro 1. Comme déjà mentionné, cette dépendance était assez répandue, l'Europe comptant sur la Russie pour environ 50% de son approvisionnement total en gaz. Il n'est pas étonnant que la Russie exporte environ 200 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, ce qui représente la moitié des revenus fédéraux du pays. Poutine a gagné assez de confiance pour stopper les approvisionnements en gaz vers l'Europe en septembre 2022 grâce à ces chiffres. Malgré l'argument du Kremlin selon lequel cette décision répond aux sanctions punitives de l'Occident, un programme plus sinistre s'est rapidement révélé. Poutine visait à ce que les Européens, gelant dans leur maison, se retournent contre leurs dirigeants et demandent l'arrêt du soutien à l'Ukraine. Mais c'est bien différent de la réalité. Bien que l'Europe ait été confrontée à un terrible choix, céder aux caprices de Poutine ou laisser les gens geler à mort, elle a rapidement trouvé une troisième option. Cette option visait à garantir des approvisionnements alternatifs en gaz pour ses besoins énergétiques. Cette option est seulement une des 3 mesures prises par la Commission européenne pour réduire l'influence économique de la Russie. Exiger d'abord une réduction du gaz. Cette étape a commencé avant que la Russie n'arrête les fournitures de gaz, quand le pays était déjà vu comme un fournisseur peu sûr. Avec ce mouvement, l'Europe a pu créer un stockage commun et le remplir jusqu'à 82%. La deuxième étape a vu l'entrée en jeu des sources alternatives de gaz. Le but était de se diversifier loin des combustibles fossiles russes. Cela comprenait aussi la recherche d'autres sources de pétrole et de charbon, que nous aborderons plus tard. Mais qu'a-t-il fallu pour remplacer le gaz russe? 2 réponses principales à cette question sont, premièrement, se tourner vers le gaz naturel liquéfié, et deuxièmement, chercher des fournisseurs plus fiables pour le gaz par pipeline. L'Europe a réussi à faire les deux, avec les États-Unis fournissant environ 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié à l'Europe, et la Norvège dépassant la Russie en tant que plus grand fournisseur de gaz acheminé par pipeline de l'Union européenne. Associé à une augmentation de l'approvisionnement en sources renouvelables, qui était la 3e étape proposée par la Commission européenne, l'Europe a réussi à réduire sa dépendance au gaz russe à un impressionnant 9%. Cela a marqué un pas crucial vers l'autonomie énergétique, écrivant un nouveau chapitre de l'économie mondiale. Comme précisé, un hiver doux a aussi aidé l'Europe. Ainsi, l'Europe a réalisé 2 choses. Éviter le pire scénario qui serait de laisser ses habitants geler et accumuler le gaz dans ses réservoirs de stockage. Par exemple, les réservoirs allemands étaient remplis à 54% début 2022, atteignant un record de 91% en 2023. Avec plusieurs pays suivant l'exemple de l'Allemagne, l'Europe a garanti un approvisionnement énergétique conséquent pour se soutenir tout en activant pleinement les énergies alternatives. L'objectif ultime est de passer complètement au gaz naturel liquéfié en augmentant sa capacité d'exportation à plus de 200 milliards de mètres cubes. Rappelons que la Russie échange annuellement 200 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ce mouvement pourrait donc remplacer les exportations du pays
et éradiquer définitivement sa position dans l'économie mondiale. Mais pourquoi le gaz naturel liquéfié? Et d'où vient tout ce gaz naturel liquéfié? Commençons par le pourquoi. Contrairement au gaz acheminé par pipeline, le gaz naturel liquéfié n'a pas besoin de pipeline pour son transport. Au lieu de cela, le gaz est transformé en liquide grâce à un processus appelé liquéfaction, transporté sur des pétroliers océaniques, puis reconverti en gaz à sa destination finale. Cette technologie est encore relativement nouvelle. Même les États-Unis, le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié au monde, l'ont utilisé pour la première fois en plein effet en 2016. Les marchés mondiaux du gaz naturel liquéfié se développent rapidement pour répondre à la demande croissante. Cependant, il convient de noter qu'un facteur majeur pour fournir suffisamment de gaz naturel liquéfié à l'Europe est que la Chine, le plus grand importateur de gaz naturel liquéfié au monde, se tourne progressivement vers des sources domestiques plutôt que mondiales. Associez cela à la baisse de la demande mondiale de gaz naturel liquéfié due aux approvisionnements actuels, et vous verrez pourquoi l'économie mondiale est prévue pour se rétablir après une telle période chaotique. Ok, nous avons traité le gaz, mais le pétrole? La Russie est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, livrant jusqu'à 9 millions de barils par jour à son apogée. En 2021, environ 7,9 millions par jour constituaient une contribution significative au marché mondial du pétrole. Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix du pétrole ont grimpé de près de 20%, alors que les États-Unis et l'Europe envisageaient une interdiction des importations du pays. Le sommet du G7 a finalement décidé d'instaurer des plafonds de prix pour le pétrole, pour restreindre les profits russes d'une de ses marchandises les plus lucratives. Poutine a répondu en annonçant une interdiction des ventes de pétrole brut aux pays participant à ces plafonds de prix à partir du 1er février 2023. Vous pourriez penser que cela a entraîné une hausse des prix du pétrole. Au moins, Poutine comptait sûrement dessus. Mais une fois de plus, l'exact opposé s'est produit. Les prix ont baissé. Cela a rendu une chose abondamment claire. Le monde n'exigeait plus le pétrole russe. Comment est-ce possible? C'est similaire à la situation avec le gaz. Des sources alternatives émergent, produisant assez de pétrole pour compenser toute perte de pétrole russe. Dans la seconde moitié de 2022, des pays tels que les États-Unis, le Canada, le Brésil et le Venezuela ont augmenté leur production pour atteindre un total de 4 millions de barils par jour. Mieux, le prix du pétrole est inférieur à celui d'avant-guerre, rendant vaines les tentatives de Poutine d'influencer les prix. Même Poutine semble avoir reçu le message. Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a annoncé que le gouvernement était prêt à réduire la production quotidienne de pétrole de 700 000 barils en décembre 2022. Cependant, tout n'est pas bon dans ce département. Bien que l'Arabie saoudite, le plus grand producteur de pétrole au monde, était censé être un allié des États-Unis, le pays semble s'être associé à la Russie pour manipuler le prix du pétrole. Ces deux pays ont agi ensemble au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus pour réduire leur production de pétrole, provoquant ainsi une pénurie sur le marché mondial. Mais ce jeu sournois a vite pris fin brusquement. L'Occident s'est une fois de plus uni et a soumis la grande capacité inutilisée de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus à un examen intense, empêchant l'Arabie saoudite de venir au secours de la Russie à maintes reprises. Non seulement l'Arabie saoudite, mais aussi la Turquie ont semblé tourner le dos à la Russie, ruinant une autre stratégie de Poutine pour contrôler l'économie mondiale, l'agriculture. Pour militariser les approvisionnements en grains, en prenant en otage les stocks ukrainiens et en bombardant l'infrastructure agricole du pays. Cependant, la Turquie a réussi à négocier un accord, qui a abouti à la réouverture des ports ukrainiens après un long blocus. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis à la Russie de pouvoir exporter plus de denrées et de marchandises via le corridor céréalier de la mer Noire. Il ne nous reste plus que le métal. La Russie a historiquement dominé plusieurs marchés des métaux, y compris le nickel, le titane et le palladium. De nombreux acheteurs, craignant que Poutine n'arme aussi le métal, ont commencé à chercher des alternatives pour ces métaux précieux. Par exemple, les États-Unis ont décidé de rétablir leurs réserves dormantes de métaux stratégiques pour prévenir d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ajoutez à cela de nouveaux projets miniers en Amérique du Sud et en Afrique, et il devient clair que même l'approvisionnement en métaux russes peut être remplacé de manière permanente en quelques années. D'importants mouvements sur les marchés du cobalt et du nickel ont eu lieu, ajoutant assez d'approvisionnement pour contrer d'éventuelles perturbations dans les 2 prochaines années. Alors, où tout cela laisse-t-il la Russie? Avec 0 levier restant dans l'économie mondiale, il semble que tous ces mouvements puissants des nations occidentales aient appris une leçon précieuse à Poutine. Il est beaucoup plus facile pour les acheteurs de remplacer un fournisseur peu fiable qu'il ne l'est pour les fournisseurs d'atteindre de nouveaux marchés. Bien que la Russie puisse trouver de nouveaux clients pour son gaz, la baisse de la demande et les changements du marché rendent improbable l'équivalence des contrats juteux autrefois fournis par les pays européens. Cela se traduit par un coût financier substantiel pour la Russie. Les choses semblent à peu près les mêmes dans le département du pétrole. Bien que la Russie ait réussi à sécuriser un puissant pool d'acheteurs à l'Est, dirigé par la Chine et l'Inde,
le pétrole phare du pays se vend maintenant à la moitié du prix mondial. Pourquoi? Les acheteurs russes de pétrole, sans participation explicite au plafond de prix du G7, ont sûrement tiré parti de ces derniers. Par exemple, l'Inde achète plus de 30 fois plus de pétrole russe que l'année précédente, mais elle le fait avec des remises allant jusqu'à 50%. La Russie, sans réel choix dans cette affaire, ne tire guère de bénéfices. Dans ce contexte, il est logique que les rapports économiques du Kremlin deviennent de plus en plus sélectifs. Avant la guerre, les données commerciales extérieures étaient actualisées mensuellement. Production de pétrole et de gaz, exportation de marchandises. Quantité, flux de capitaux, rapports financiers d'entreprises clés, données sur les investissements étrangers directs. Maintenant, ces rapports sont soit retenus, soit publiés de manière incomplète, avec toutes les mesures défavorables omises. Cela s'est répandu dans tout le gouvernement russe, même l'Agence fédérale pour le transport aérien du pays, Rosaviatsa, ne publie plus de données sur le volume de passagers dans les aéroports. Ces gestes désespérés ne peuvent signifier qu'une chose: toutes les sanctions internationales et les efforts conjoints ont porté leurs fruits, et l'économie russe se détériore. Et elle se détériore rapidement. Alors, c'est ça, le levier économique de la Russie s'est-il irréversiblement effondré? Selon Poutine, la réponse serait non. Le président russe, ne voulant jamais admettre la défaite, répète les mêmes arguments pour garder une apparence de résilience. Amusons-nous un instant avec Poutine. Examinons ces arguments un par un pour déterminer s'ils indiquent que la Russie ne lâchera pas son emprise sur l'influence mondiale de sitôt, ou s'ils ne sont rien de plus que des mythes désespérés d'un homme désespéré. Premièrement, l'un des arguments préférés de Poutine, le soi-disant pivot vers l'Est. Essentiellement, Poutine prétend que la Russie peut prospérer en redirigeant ses exportations de gaz vers l'Asie au lieu des nations occidentales. Mais la vérité est que cela n'est tout simplement pas réalisable, du moins pendant encore quelques années. La Russie ne peut tirer un bénéfice notable que du gaz transporté par pipeline, le gaz naturel liquéfié constituant moins de 10% de la capacité gazière totale du pays. Comme l'indique son nom, le gaz acheminé par pipeline requiert des tuyaux pour son transport. La Russie dispose d'un puissant système de pipeline fixe pour le transport du gaz, mais la plupart de ces pipelines se dirigent vers l'Europe et passent par l'Ukraine, ce qui n'est pas vraiment pratique pour toute cette affaire de pivot vers l'Est. Pour aggraver les choses, ces pipelines ne peuvent pas être connectés à un réseau de pipelines distinct reliant la Sibérie orientale à l'Asie. Cela implique que la Russie doit construire de nouveaux pipelines pour exporter du gaz vers l'Est. Il va sans dire que c'est une entreprise extrêmement chronophage qui pose des défis financiers et logistiques significatifs pour n'importe quel pays, encore moins pour un pays en guerre. Même si certains projets ont été lancés, leur mise en fonctionnement prendra des années. C'est-à-dire si la Russie ne fait pas faillite avant. Supposons pour argumenter que la Russie réussit à établir un pipeline orienté vers l'Est. Même alors, il est improbable que le pays soit capable d'exporter assez de gaz pour égaler ses exportations européennes d'avant-guerre. Il suffit de comparer les 170 milliards de mètres cubes de gaz naturel envoyés en Europe aux maigres 16,5 milliards envoyés en Chine, le plus grand allié de la Russie en Asie, pour comprendre la situation. Cet écart, ou devrions-nous dire ce canyon, rend essentiellement tout projet lié au pipeline Russie-Asie une perte de temps et d'argent. Même s'il continue ce projet absurde, la Russie sera déjà oubliée dans l'économie mondiale quand le dernier tuyau sera installé. Cependant, cela n'empêche pas Poutine de continuer à louer l'Asie comme une terre promise. Selon lui, le continent est aussi le marché idéal pour accroître les ventes de pétrole, et dans une certaine mesure, il a raison. La Russie vend en effet plus de pétrole à l'Asie, mais à quel prix? Et nous entendons cela tout à fait littéralement. Historiquement, le pétrole russe a été vendu à prix élevés, les remises n'excédant pas 5 $ le baril. Actuellement, ces remises peuvent atteindre 35 $ par baril avec des négociations acharnées de la part de la Chine et de l'Inde. Ces remises sans précédent sont devenues monnaie courante sur le marché pétrolier russe, la Russie n'ayant nulle part ailleurs où se tourner. Mais le pivot de Poutine vers l'Est pour les ventes de pétrole n'est pas sans problème. Historiquement, le gaz et le pétrole ont été expédiés en Asie en moindre quantité qu'en Europe. Étant donné qu'il faut environ 35 jours aux pétroliers russes pour atteindre l'Asie de l'Est, cela ne devrait pas être une surprise, surtout si l'on considère que les mêmes pétroliers peuvent atteindre l'Europe en aussi peu que 2 jours. Compte tenu des coûts de transport élevés et des bas prix de vente, on peut facilement supposer que la Russie ne fait qu'équilibrer ses dépenses sur les ventes de pétrole, sans réaliser de profits notables. Cela sans parler du coût élevé de la production de pétrole qui dépend fortement de la technologie occidentale. Peu importe comment on le voit, c'est une défaite pour la Russie, mais une grande victoire pour les pays cherchant à se libérer de la Russie économiquement. Encore une fois, sans surprise, Poutine ne reconnaît cela en aucune manière. Au lieu de cela, tout ce qui vient de Russie sont des discussions sur les finances stables du pays avec des centaines de milliards de dollars dans des fonds de jours de pluie. Ainsi, Poutine transmet un message précis.
Sans les ventes de gaz et de pétrole, les finances du Kremlin resteront solides, permettant à Poutine de perturber l'économie mondiale. Mais est-ce la vérité? Poutine a-t-il les fonds suffisants pour garder la Russie en force dans le monde? Une fois de plus, ces déclarations contiennent une part de vérité, mais elles ont été modifiées pour s'adapter à l'agenda de Poutine. Oui, la Russie a un fonds de réserve important, mais non, ils ne sont pas la réponse à tout. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, au moins 300 milliards de dollars de réserves de change sont gelés grâce à une entreprise conjointe d'alliés comme les États-Unis et le Japon. Non seulement ces fonds sont hors de portée pour Poutine et la Russie, mais il a également été question de saisir ces actifs pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Le reste des réserves de change de la Russie diminue rapidement, perdant des dizaines de milliards de dollars depuis le début du conflit en Ukraine. La théorie selon laquelle la Russie manque progressivement d'argent est également soutenue par le fait que le pays a accumulé un énorme déficit budgétaire en 2022. Pour comprendre à quel point le déficit est énorme, vous devriez savoir que le ministre des Finances russe Anton Selvanov a suggéré d'utiliser jusqu'à un tiers du fonds de richesse nationale du pays pour le payer. Ce fonds, également connu sous le nom de Fonds souverain de la Russie, valait presque 150 milliards de dollars à l'époque. Fait intéressant, malgré les suggestions de son ministre des Finances, Poutine prétend en fait que la Russie a un excédent budgétaire grâce à une série de projets fiscaux dramatiques et à des prix de l'énergie élevés. Les projets dramatiques en question comprennent des saisies d'actifs généralisées, qui transforment essentiellement la Russie en une kleptocratie. Bien que cela puisse donner des résultats positifs à court terme, cela met l'économie russe sur la voie de la ruine à long terme, et avec elle les espoirs de la Russie de jamais récupérer sa place au sommet de l'économie mondiale. Cela signifie bien sûr que l'excédent budgétaire est un autre mythe propagé par le Kremlin. Tout expert financier objectif peut voir que les dépenses imprudentes de Poutine sont insoutenables et causeront inévitablement des turbulences financières pour le pays. C'est-à-dire si ce n'est pas déjà le cas. Cette turbulence financière s'est étendue à presque tous les aspects de l'économie russe. Les secteurs les plus dépendants des chaînes d'approvisionnement internationales subissent le plus les impacts, avec une inflation atteignant 60% pour certains. De plus, les fabricants de ces secteurs doivent se débrouiller avec ce qu'ils peuvent trouver en Russie, les conduisant à cannibaliser et recycler des pièces de machines existantes. Cela est allé si loin que certains rapports suggèrent que l'équipement militaire russe trouvé sur le terrain en Ukraine est rempli de semi-conducteurs provenant de réfrigérateurs et de lave-vaisselle. Même les fabricants d'avions ont recours à des pratiques similaires malgré le fait que les avions cannibalisés sont intrinsèquement dangereux pour l'exploitation. Dans cette optique, il ne devrait pas être surprenant que le nombre de défaillances d'avions en Russie ait augmenté de 320% en 2023. Les dépenses intérieures ne sont pas meilleures, malgré le fait que le Kremlin les qualifie de saines. Malheureusement pour Poutine et la Russie, il n'y a rien de sain à ce que les dépenses des consommateurs et les ventes au détail diminuent de 20% d'une année sur l'autre. Laissez à Poutine le soin de détourner presque tout récit. Même le départ de toutes les grandes entreprises occidentales de Russie a été présenté comme un scénario gagnant pour le pays et son élite loyale. Cela a à voir avec les conditions de sortie strictes de Poutine et les taxes qui ont amené ces entreprises à déclarer plus de 100 milliards de dollars de pertes depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais aussi bien que Poutine essaie de peindre un tableau rose, la vérité c'est que le retrait des grandes entreprises de Russie ne peut être qu'une mauvaise chose. Bien que les entreprises domestiques voient une hausse à court terme des ventes et revenus sans technologie occidentale, elles n'ont pas d'avenir, comme l'illustre la chute de l'industrie aéronautique russe. Il est désormais clair que peu importe le secteur économique russe que vous observez, une spirale descendante est tout ce que vous pouvez voir. Mais si vous demandez à Poutine, toutes les baisses résultant des sanctions internationales et du retrait des entreprises de Russie sont maintenant terminées, permettant au pays de se rétablir progressivement. Bien sûr, c'est loin d'être la vérité. Malgré les mesures contre la Russie, elle continue d'attirer assez d'argent pour dissimuler ses faiblesses économiques et financer les projets extravagants de Poutine. Les sanctions contre la Russie ne sont pas complètes. La seule façon de garantir que la Russie ne puisse pas se remettre des défis économiques actuels est d'introduire de nouvelles sanctions financières et énergétiques, qui sont déjà largement discutées parmi les alliés de l'Ukraine. Étant donné que la Russie s'effondre littéralement de l'intérieur, ces sanctions ne feront que servir de dernier clou dans le cercueil. Mais aussi bien que le plan pour exclure la Russie des affaires mondiales se déroule, il est important de noter que cette lutte n'a rien été de moins qu'un effort herculéen. Malgré les victoires successives des alliés occidentaux, chaque victoire a un prix. Quelle que soit la manière dont l'économie mondiale rebondit, il est clair que la guerre en Ukraine a irréversiblement impacté de nombreuses vies, modifié les flux commerciaux et transformé les chaînes d'approvisionnement. Discutons de cet impact en détail. Il a été beaucoup question de sources de gaz alternatives dans cette vidéo, mais il y a un point que nous n'avons pas encore mentionné, le coût de ces sources. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Les entreprises et les particuliers européens ont connu des prix du gaz nettement plus élevés depuis le début du conflit ukrainien.
Ces prix pourraient être la raison unique poussant certains experts à envisager un retour aux approvisionnements russes. Mais si l'Europe intervient, cela n'arrivera pas. Dès que les prix du gaz ont flambé, le gouvernement européen a réagi, introduisant diverses subventions fiscales et paiements de transfert pour atténuer la pression économique significative sur les consommateurs. En somme, nous sommes dans une situation connue. La Russie tente de perturber l'économie mondiale, mais les alliés occidentaux réagissent rapidement. De plus, en examinant comment les pays et les industries individuelles ont réagi au fil du temps, on constate que la perturbation causée par la Russie est nettement moins catastrophique qu'on ne le craignait initialement. Le chemin vers la reprise pourrait être long et difficile, et l'économie mondiale pourrait progresser lentement plutôt que rapidement. Mais il est sûr que la Russie n'aura plus de rôle important à jouer prochainement. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord pour dire que l'énergie et les matières premières de la Russie ont été affaiblies au-delà de toute réparation? Ou croyez-vous que Poutine est toujours en mesure de perturber l'économie mondiale et sa reprise? Exprimez vos avis dans les commentaires ci-dessous.